À ce stade, je commence sérieusement à me demander si je suis victime d'une blague cosmique. Mon mari avait déjà été marié avant de me rencontrer et avait une fille. Un jour, alors qu'il se préparait à rentrer du travail, il a ressenti comme si quelqu'un lui avait donné un coup violent dans le ventre. Il ne pouvait plus respirer et a dû immédiatement s'asseoir. Ses collègues, qui travaillaient avec lui dans une usine, ont vu qu'il était en détresse et sont venus l'aider. Ils ont pensé qu'il faisait une crise cardiaque, car il était pâle comme un linge, incapable de se tenir debout ou de parler. Puis, aussi vite que c'était arrivé, tout est redevenu normal. Il s'est remis, a fini son travail, puis a pointé en sortant de l'usine. Lorsqu'il est rentré chez lui et a vu une voiture du shérif devant la maison, il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. En effet, sa fille, qui avait 13 ans à l'époque, avait eu un terrible accident. Elle traînait dans une gare de triage avec des amis, près des wagons de train. Sur un défi, elle a grimpé au sommet des wagons, qui étaient alors immobiles. Ce qu'elle et ses amis ignoraient, c'est que les wagons pouvaient être déplacés à distance depuis une station, hors de leur vue. Les employés du train étaient censés vérifier minutieusement la zone avant de déplacer les wagons, mais cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait. Elle a perdu l'équilibre au moment où les wagons ont commencé à bouger et elle est tombée sur les rails, où le train l'a percutée. Selon les employés de la gare de triage qui ont entendu ses cris, ses amis s'étant enfuis de peur, elle a survécu environ 10 minutes avant de succomber. Le train l'avait coupée en deux juste en dessous du diaphragme, de sorte qu'elle pouvait respirer et même parler pendant ces 10 minutes. Elle pensait à son père, mon mari, car elle a dit à l'un des employés, « Mon père va me tuer pour être venu ici, juste avant de mourir. » C'est à peu près à ce moment-là que mon mari, qui admet lui-même ne pas croire à des choses qui dépassent la logique, a ressenti cette douleur intense dans le ventre, exactement à l'endroit où sa fille avait reçu sa blessure mortelle. Il n'a jamais eu une expérience semblable avant ou depuis cet événement. C'était l'année dernière, un après-midi banal qui s'est rapidement transformé en quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais à l'aéroport, après un long vol, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Comme à mon habitude, j'ai commandé un taxi en ligne pour m'éviter d'attendre trop longtemps. L'endroit était bondé et très bruyant, les annonces de vol, les familles qui discutaient, les enfants qui couraient. J'ai donc cherché un endroit un peu plus calme lorsque le chauffeur m'a appelé pour confirmer son arrivée. Après avoir trouvé un coin tranquille, je l'ai entendu me dire qu'il m'attendait. Il est arrivé avec une voiture équipée de 3 rangées de sièges. Je me souviens avoir mis ma valise sur le siège de la deuxième rangée et m'être assis juste à côté. Nous avons commencé à discuter de tout et de rien, le genre de conversation légère que l'on a souvent avec un chauffeur de taxi pour faire passer le temps. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'au milieu de notre échange, il me demande, presque à mi-voix, « Ton fils s'est endormi ? Je ne l'entends plus. » Je me suis figé. Je pensais avoir mal compris à cause du bruit ambiant, alors je n'ai pas répondu et nous avons continué à discuter d'autre chose. Je n'avais pas de fils. Peut-être avait-il confondu ma valise avec un enfant, je me disais que c'était simplement un malentendu. Quand nous sommes arrivés chez moi, je me suis penché pour prendre ma valise, puis j'ai ouvert la portière pour sortir. En descendant, je lui ai dit au revoir, mais juste avant de partir, il m'a demandé, avec un visage qui devenait soudainement sérieux, « Où est ton enfant ?» J'ai été pris de court. « Je n'ai pas d'enfant », lui ai-je répondu calmement, pensant qu'il plaisantait. Mais c'est là que son visage est devenu blanc comme un linge. Il est sorti précipitamment de la voiture et s'est dirigé vers les sièges arrière pour vérifier. Il a fouillé la 3e rangée, les mains tremblantes, en quête de ce qu'il pensait être un enfant, mais bien sûr, il n'y avait personne. Paniqué, il m'a expliqué que lorsqu'il m'avait appelé pour confirmer la course, il avait entendu une voix d'enfant qui babillait doucement en arrière-plan. Pourtant, je me trouvais seul, loin de la foule, dans un endroit isolé de l'aéroport où il n'y avait ni enfant, ni parents. Il était formel, un petit garçon était monté dans la voiture avec moi. Mais, quand je me suis installé, il ne l'a plus vu, pensant que l'enfant s'était allongé sur le siège du fond. Au début du trajet, il entendait parfois des éclats de rire, légers, comme ceux d'un enfant qui joue. Puis, quelques minutes plus tard, tout est devenu silencieux. Quand il m'a demandé si mon fils s'était endormi et que je n'ai pas répondu,
il a supposé que c'était le cas. Je pouvais voir à quel point il était troublé. Il ne semblait pas du tout faire une blague. Ses mains tremblaient et il avait le visage encore plus pâle que lorsque je lui avais dit que je n'avais pas d'enfant. Il m'a montré ses mains glacées et n'arrêtait pas de secouer la tête, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Cela s'est passé quand j'étais au lycée, mais je n'arrête pas d'y penser. À l'époque, je suivais des cours de lutte tous les lundis, mercredis et vendredis. Les cours commençaient à 18h et se terminaient à 20h. Même si ça commençait à 18h, j'arrivais toujours à 17h30, et quelques autres personnes venaient aussi pour se détendre dans le parc à côté avant le début du cours. Un jour, je suis arrivé pour mon cours de lutte à 17h30, comme d'habitude, mais c'était étrange parce que j'étais le seul à être là. J'ai attendu un peu, pensant que les autres allaient finir par arriver, mais à 18h, j'étais toujours tout seul. Je me suis dit que j'allais entrer et commencer le cours, mais quand je suis entré, il n'y avait absolument personne. C'était vraiment bizarre, toutes les lumières étaient allumées, mais il n'y avait pas un seul signe de vie à l'intérieur. Je suis ressorti, pensant que j'allais attendre encore un peu dehors. Vers 18h40, j'ai reçu un appel de ma sœur aînée. Elle m'a dit, « Tu devrais rentrer à la maison, il y a quelqu'un qui te suit. Ne passe pas par le chemin qui passe près de la maternelle, va plutôt près du supermarché et rentre par là. » Puis elle a raccroché. Je me suis retourné, et effectivement, il y avait quelqu'un qui me regardait fixement. J'ai commencé à marcher vers chez moi, et cet homme a commencé à me suivre. Comme ma sœur me l'avait conseillé, j'ai pris le chemin vers le supermarché, et en arrivant près de l'entrée, l'homme s'est arrêté et a cessé de me suivre. Je suis rentré chez moi, sonné à la porte, et ma sœur a ouvert avec un air choqué sur le visage. Elle m'a dit, « Pourquoi tu es rentré si tôt ? Je croyais que tu avais ton cours de lutte. » Je lui ai répondu que j'étais rentré parce qu'elle m'avait appelé pour me prévenir que quelqu'un me suivait. Mais elle m'a assuré qu'elle ne m'avait jamais appelé. J'ai pris mon téléphone pour lui montrer l'historique des appels, mais il n'y avait aucune trace de son appel. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être une erreur de téléphone ou qu'elle essayait de me faire une blague. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment. 2 jours plus tard, je suis retourné à mon cours de lutte, et cette fois-ci, tout était normal. À 17h30, tout le monde était là. J'ai demandé à mes camarades pourquoi personne n'était venu la dernière fois, et ils m'ont tous répondu qu'ils étaient bien là et que j'étais le seul à avoir manqué le cours. Je n'arrivais pas à y croire, alors avant que la séance ne commence, je suis allé voir mon entraîneur pour lui poser la même question. Il m'a confirmé que tout le monde était présent à 18h, sauf moi. Il m'a même dit qu'il avait essayé de m'appeler, mais qu'il n'avait pas pu me joindre, et il voulait contacter mes parents, mais il n'avait pas leur numéro. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Cela s'est passé il y a quelques années, mais même aujourd'hui, ça me hante. J'étais assis à l'arrière d'une voiture pleine, regardant par la fenêtre. C'était la nuit, tout semblait normal. Je n'avais pas bu, je ne fumais pas, je n'étais pas fatigué, et je ne prenais aucun médicament. Nous étions juste à l'extérieur de la ville, dans la banlieue, donc il n'y avait pas beaucoup d'étoiles à voir, seulement les bâtiments qui défilaient sous un ciel plutôt sombre. Puis, soudain, tout est devenu plus lumineux, comme si l'atmosphère entière s'était transformée. À cet instant précis, une sensation d'impuissance totale m'a envahi, une terreur si intense qu'elle m'a traversé jusqu'aux os, me faisant presque mal physiquement. Instinctivement, j'ai levé les yeux vers le ciel et c'est là que je l'ai vu, une sorte de comète ou de météore gigantesque qui fendait le ciel à une vitesse folle. Elle était en flammes, de couleur jaune, orange, mais principalement verte, et elle avait l'air incroyablement proche. Pas juste une petite étoile filante, non, c'était comme si elle était littéralement dans l'atmosphère, prête à frapper la Terre d'un instant à l'autre. Je pouvais presque sentir l'impact imminent. Je ne l'ai vue que pendant 2 secondes avant qu'elle ne disparaisse derrière un bâtiment, et je m'attendais à la voir réapparaître ou à entendre un bruit de collision terrible, mais rien. Elle n'est jamais réapparue, et il n'y a eu aucun impact, aucun bruit. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Et tout est redevenu normal, même cette sensation de peur intense a disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. Pourtant, à l'intérieur, je continuais de paniquer.
J'étais totalement sûr de ce que je venais de voir, et ce sentiment de terreur pure était encore frais dans mon esprit. J'ai immédiatement demandé aux autres dans la voiture s'ils avaient vu la même chose. Personne. Pas même la personne assise juste devant moi, du côté passager, qui regardait également par la fenêtre. Ils ont tous cru que je leur faisais une mauvaise blague ou que j'avais halluciné. C'est vraiment étrange, mais ce qui me perturbe le plus, c'est cette peur intense, probablement la plus forte que j'ai jamais ressentie dans ma vie, et pourtant, elle n'a duré que 2 secondes avant de disparaître complètement, tout comme cette étrange comète verte enflammée. Aucune explication n'a jamais fait surface, et même maintenant, je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai vu. Est-ce que c'était une vision du futur? Ou peut-être du passé? Un genre de glitch dans la réalité? Est-ce que l'espace et le temps se sont pliés juste assez pour me montrer quelque chose qui se passe des années-lumière de là, ailleurs dans l'univers? Peu importe ce que c'était terrifiant. Et le plus troublant, c'est que personne d'autre ne l'a vu, personne d'autre ne l'a ressenti. Cette expérience me hante toujours, comme un souvenir qui ne devrait pas exister. Lorsque mon mari et moi avons appris que j'étais enceinte de notre 2e enfant, c'était une véritable surprise. Nous n'avions pas prévu de concevoir si facilement après les défis rencontrés lors de ma première grossesse. Avec notre premier enfant, chaque étape avait été remplie d'incertitudes et de visites médicales, de traitements et d'examens médicaux minutieux pour comprendre pourquoi la conception était si difficile. Les médecins avaient exploré plusieurs options, et après de nombreux mois, nous avions finalement eu la joie de tenir notre premier bébé dans les bras. Alors, cette 2e grossesse, qui s'était produite sans aucune intervention, nous a semblé un véritable miracle. Dès le début de cette nouvelle aventure, je me suis sentie plus sereine. Les échographies étaient normales, les battements du cœur du bébé résonnaient dans la pièce avec la même intensité d'émotion que pour notre premier enfant. Chaque étape de la grossesse se déroulait sans accroc. Nous avions donc décidé que ce serait notre dernier enfant et que nous ne voulions pas agrandir davantage la famille. Ayant déjà traversé plusieurs difficultés pour la première grossesse, nous avions l'impression que ce bébé était une sorte de cadeau inattendu, mais bienvenu. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai choisi d'opter pour une césarienne afin de me faire ligaturer les trompes de Fallope. Cela me paraissait être la décision la plus sage pour clore ce chapitre de maternité sur une note positive. L'arrivée à l'hôpital, à 37 semaines, a été un moment rempli d'excitation. Après des heures de contraction, j'ai été préparé pour la césarienne. Tout s'est déroulé comme prévu. Ma fille est née en bonne santé, avec ce petit cri caractéristique des nouveau-nés, un son qui fait chavirer le cœur. Une fois l'accouchement terminé, le médecin a entrepris la procédure pour ligaturer mes trompes. C'est à ce moment-là que tout a pris une tournure étrange. Je me souviens encore de l'expression sur le visage du chirurgien. C'était un mélange d'incrédulité et de confusion. Il s'est penché vers moi, à moitié couvert par son masque chirurgical, et m'a demandé calmement, « Quand avez-vous subi une opération pour retirer votre trompe de Fallope droite ?» J'étais encore sous l'effet des médicaments, un peu groggy, mais cette question m'a tout de suite réveillé. Je n'ai jamais subi une telle opération, ai-je répondu, la voix encore un peu faible. Il a regardé autour de lui, visiblement troublé. Votre trompe droite a été retirée lors d'une opération. Il y a des tissus cicatriciels qui montrent clairement une intervention chirurgicale. C'est très net. À ce moment-là, j'ai ressenti une vague de confusion me submerger. Je savais pertinemment que je n'avais jamais subi une telle intervention. Avant cette grossesse, j'avais eu plusieurs échographies détaillées, et tout avait montré que mes 2 trompes étaient en parfait état. Comment cela pouvait-il être possible? Le médecin a fouillé dans mes dossiers médicaux, tentant de trouver une explication. Il n'y avait rien. Aucune mention d'une opération, aucun signe d'une procédure passée qui pourrait expliquer la disparition de ma trompe de Fallope. Pourtant, devant ses yeux, il n'y avait aucun doute, ma trompe droite avait été retirée. Les cicatrices ne laissaient aucun doute, comme si j'avais subi une intervention chirurgicale à un moment de ma vie. Après la césarienne, une fois de retour dans ma chambre, mon mari et moi étions plongés dans un état de perplexité. Nous étions heureux de la naissance de notre fille, mais cette mystérieuse disparition planait sur nous comme un nuage. Comment pouvais-je avoir une trompe en moins, sans aucun souvenir ou trace d'une opération?
Pendant les jours qui ont suivi, nous avons tenté de trouver des réponses. J'ai contacté mes anciens médecins, passé en revue mes dossiers médicaux, mais personne n'a pu expliquer ce mystère. Chaque spécialiste à qui nous en avons parlé semblait aussi confus que nous. Comment une trompe pouvait-elle disparaître, avec des cicatrices claires, sans qu'aucune intervention ne soit documentée? J'ai repensé à chaque moment de ma vie, me demandant si, à un moment donné, j'avais pu oublier un événement médical majeur, ce qui semble invraisemblable. Comment pourrait-on oublier une chirurgie aussi importante? Malgré tous nos efforts pour trouver une explication rationnelle, nous avons fini par accepter l'inexplicable. Mon mari, bien plus terre à accent grave terre que moi, a tenté de rationaliser cette situation, mais même lui a fini par admettre que quelque chose d'étrange s'était produit. En fin de compte, seule ma trompe gauche a pu être ligaturée, puisque la droite n'était plus là. Cela s'est passé il y a quelques années, lorsque j'avais 13 ans et ma sœur en avait 23. C'était un samedi matin comme les autres. Je me suis réveillé vers 10 heures, ma mère m'avait préparé des pancakes écossais pour le petit déjeuner, et nous avons regardé un épisode de Lost ensemble. Mon frère, lui, est resté à l'étage à jouer sur sa PS3, probablement à FIFA. Vers 11h30, ma sœur m'a appelé pour me demander si je voulais la rejoindre au centre commercial local. Elle voulait acheter des vêtements et faire un tour, et peut-être manger un morceau ensemble. Comme je n'avais rien de prévu et que mes amis n'étaient pas disponibles ce jour-là, j'ai accepté de la retrouver. Elle a pris un taxi pour s'y rendre, tandis que moi, j'y suis allé à pied puisque c'était assez proche de chez moi. Nous avons passé une bonne journée, même si je n'ai rien acheté, mais ma sœur, elle, s'est trouvée quelques vêtements. Vers 13h, nous avons mangé dans un café. C'était un moment agréable, jusqu'à ce que je casse le levier de la machine à glace quand j'essayais de me servir un cornet. Je me suis senti super mal, persuadé que j'allais devoir payer pour les dégâts, mais le gérant est venu et m'a rassuré en disant que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Ça m'a soulagé, et on a ri de la situation. Après cela, on a continué à se promener et on s'est arrêté chez Emersim, un magasin de bonbons à l'ancienne. On a acheté des bonbons au poids, payé à la caisse, et ma sœur a commandé un autre taxi pour rentrer. Cette fois, j'ai pris le taxi avec elle. Le chauffeur m'a déposé chez moi, et ma sœur est repartie chez son amie où elle vivait à l'époque. Quand je suis rentré, mon frère jouait toujours à FIFA. On a joué ensemble, puis on s'est disputé à propos du jeu, comme d'habitude, avant de se réconcilier. Le soir, j'ai mangé un petit truc devant la télé, et on a regardé les émissions classiques du samedi. Bref, une journée banale mais agréable. Cependant, il y a un détail étrange, cette journée n'a apparemment pas eu lieu. Du moins, pas pour ma famille. Le soir même, j'ai mentionné à ma mère l'incident avec la machine à glace, en lui racontant comment je l'avais cassée et que le gérant m'avait rassuré. Sa réaction m'a tout de suite mis mal à l'aise. Elle me regardait avec une expression à la fois inquiète et confuse, attendant presque que je lui dise que je plaisantais. Elle m'a dit que je n'étais sorti qu'une seule fois dans la journée, et c'était pour aller chercher du riz sauté et du curry à la boutique du coin pour elle, mon frère et moi. Elle m'assurait que je n'avais été parti que 15 minutes et que c'était aux alentours de 14 heures. Paniqué, je me suis précipité pour appeler ma sœur. J'avais besoin de confirmer que je n'étais pas en train de devenir fou. Elle a décroché, un peu endormie puisqu'il était déjà 23 heures, et je lui ai demandé de raconter à haute voix ce que nous avions fait ce jour-là. Elle a tout répété, exactement comme je l'avais raconté à ma mère, en incluant chaque détail, l'incident avec la machine à glace, les vêtements qu'elle avait achetés, les bonbons que j'avais pris chez Emersim. J'ai couru dans ma chambre pour ramener le reste des bonbons que j'avais achetés et les montrer à ma mère, pensant que ça prouverait mes dires. Mais au lieu de la convaincre, cela l'a encore plus troublée. Elle avait les larmes aux yeux, espérant, je suppose, que c'était une blague que ma sœur et moi avions montée. Même mon frère m'a assuré que, pendant tout le temps où je prétendais avoir été au centre commercial, j'étais en réalité en train de jouer à FIFA avec lui dans sa chambre. Le lendemain, ma sœur m'a rappelé en panique. Son patron l'avait renvoyée chez elle du travail parce qu'il lui avait demandé de venir travailler la veille, en lui offrant le dimanche en échange. Elle ne se souvenait absolument pas de cet échange avec son patron, mais elle a préféré ne pas insister pour ne pas risquer de perdre son emploi. En tout cas,
Elle a bel et bien été payée pour ce samedi-là. À ce jour, ma mère, mon frère, et même l'ancienne colocataire de ma sœur sont persuadés que cette journée n'a jamais eu lieu. Ma sœur et moi, en revanche, avons des souvenirs extrêmement précis de tout ce que nous avons fait. Nous avons pu nous rappeler de petits détails l'un à l'autre pendant des années, même si avec le temps, cette histoire est devenue un sujet presque tabou dans notre famille. Le simple fait d'en parler ravive les tensions que cela avait causées à l'époque. Il y a des années, quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, comme n'importe quel enfant à l'époque. C'était vraiment mon truc, je jouais tous les jours sur ma Xbox 360. Comme beaucoup, je ne voulais pas que les gens connaissent mon vrai nom en ligne, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais juste un peu bizarre, alors j'ai créé un compte Xbox Live avec une adresse email sous un faux nom. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit pour l'adresse email était Tom Lidza. Je ne sais même pas pourquoi, mais ça m'a semblé bien sur le moment, alors je l'ai utilisé. Pendant des années, ce compte a existé sous ce faux nom, et je jouais sans trop y penser. Mais après un certain temps, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, et 5 ou 6 ans sont passés sans que je touche à ma console. Un soir, je sortais avec mon meilleur ami Will. Nous venions de passer la soirée à jouer au dodgeball dans une salle où nous allions souvent le vendredi pour nous amuser. J'avais 17 ans à l'époque, et je venais tout juste d'obtenir mon permis de conduire. Comme tout nouveau conducteur, je n'étais pas encore très à l'aise, et il m'arrivait de me perdre facilement. Ce soir-là, je me suis arrêté à un feu rouge sur la route 347 en rentrant chez moi. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier le GPS, et il m'a dit de me mettre dans la voie de tournage. Sans trop réfléchir, je me suis engagé dans la voie de tournage, et j'ai accidentellement heurté une Toyota Corolla de 2004. Mon cœur battait à 100 à l'heure, parce que c'était ma première vraie expérience d'accident, et j'étais encore novice au volant. Le conducteur de l'autre voiture est sorti, furieux. Je me souviens de ce moment où tout s'est figé, la panique totale. Bref, les policiers sont arrivés, ont rédigé le rapport de l'accident, et la soirée s'est poursuivie. Je suis rentré chez moi et j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Comme prévu, elle n'a pas bien pris la nouvelle et s'est énervée contre moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une copie du rapport d'accident par la poste. En l'ouvrant, j'ai commencé à lire les détails du rapport. Puis, tout à coup, je me suis arrêté net. Je relisais la même ligne encore et encore, incapable de croire ce que je voyais. Le nom de la personne avec qui j'avais eu l'accident était Tom Lidza. Le même nom que j'avais inventé des années plus tôt pour mon compte Xbox Live. J'étais complètement abasourdi, incapable de comprendre comment cela pouvait être possible. C'était le genre de coïncidence tellement improbable qu'elle semblait impossible. Mais c'était bien là, noir sur blanc, dans le rapport de police. Il y a environ une semaine, ma copine a commencé à remarquer quelque chose d'étrange à la maison. En préparant le dîner, elle s'est rendue compte que nos fourchettes disparaissaient peu à peu. Elle m'a demandé, un peu en plaisantant mais aussi avec un soupçon de sérieux, si je prenais nos fourchettes dans ma lunchbox pour aller travailler et si j'oubliais de les ramener. Honnêtement, je n'y avais jamais vraiment fait attention, mais cela semblait plausible. Peut-être que dans la précipitation du matin, j'en mettais dans mon sac et, sans m'en rendre compte, les laissais au bureau ou même les perdais en cours de route. Cependant, après y avoir réfléchi, je me suis rendu compte que je n'emmenais jamais de fourchettes de chez nous au travail. J'utilise toujours des couverts en plastique ou les couverts qu'on a au bureau. J'ai donc dit à ma copine que je n'étais pas le coupable. Elle a haussé les épaules, mais ça l'a tracassé quand même, car ce n'était pas seulement une ou deux fourchettes qui avaient disparu, c'était une bonne partie du lot que nous avions à la maison. Aujourd'hui, je suis tombé par hasard sur une question similaire sur une page de discussion paranormale que je consulte parfois par curiosité. Quelqu'un avait posté un message demandant « Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué des objets qui disparaissent mystérieusement de chez eux ?» Par exemple, des fourchettes ou des cuillères qui semblent s'évaporer sans laisser de traces. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que beaucoup de gens répondaient qu'ils avaient vécu des situations similaires. Certains disaient que des couverts, des chaussettes ou même des petites choses comme des stylos disparaissaient régulièrement de leur maison sans qu'ils puissent en comprendre la raison. Les réponses étaient variées.
Certains mettaient cela sur le compte de simples oublis, d'autres pensaient que leurs objets étaient déplacés par des membres de la famille sans qu'ils le sachent. Mais il y avait aussi un bon nombre de personnes qui suggéraient des théories plus étranges, comme des phénomènes paranormaux ou des « esprits farceurs » qui joueraient avec leurs affaires. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Même si je suis plutôt sceptique de nature, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était vraiment possible. Après tout, où pouvaient bien être passées toutes ces fourchettes? Depuis cette découverte, ma copine et moi plaisantons sur l'idée qu'il y ait un esprit dans notre maison, un petit voleur de fourchettes qui viendrait les emporter dans un endroit inconnu. Pourtant, au fond, cela nous intrigue toujours. Où peuvent-elles bien disparaître? En 2017, j'étais à une fête surprise organisée pour mon anniversaire. Ce n'était pas une soirée excessive pour moi, j'avais peut-être bu une seule bière, donc je n'étais en aucun cas sous l'influence de quoi que ce soit. Je me souviens que j'étais assis en train de parler avec ma copine quand soudain, l'atmosphère a changé. La pièce est devenue étrangement silencieuse. Les gens continuaient à parler, leurs lèvres bougeaient, mais il n'y avait aucun son. C'était comme si le monde entier avait été mis en sourdine. Puis, j'ai entendu une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a dit « Ton père va se suicider, ton père souffre ». Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Et tout aussi rapidement que c'était apparu, ce silence étrange a disparu et le bruit de la fête est revenu à la normale. Je me suis levé d'un bond, regardant autour de moi, cherchant une explication, pensant que c'était peut-être une mauvaise blague. Mais personne autour de moi n'avait réagi à ce que je venais de vivre. À ce moment-là, mon père était porté disparu depuis 1 an. Il était narcissique, et je n'aurais jamais pu imaginer qu'il mettrait fin à ses jours. Cela ne correspondait absolument pas à sa personnalité. 2 jours plus tard, je regardais la télévision tranquillement chez moi, quand cela s'est reproduit. La pièce est redevenue silencieuse, et cette même voix est revenue. Cette fois, elle a dit simplement « c'est le moment ». Comme la première fois, tout est redevenu normal presque immédiatement. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait, mais l'angoisse commençait à me ronger. Le soir suivant, il y a eu un coup à la porte. C'était un policier. Il m'a annoncé que mon père s'était suicidé, à plusieurs états de là, loin de ma famille et de moi. J'ai été choqué, mais en même temps, une partie de moi s'était préparée, inconsciemment, à cette terrible nouvelle, à cause de ces étranges messages que j'avais reçus. Depuis la mort de mon père, cette voix n'est jamais revenue. Je suis allé voir des médecins, j'ai passé des tests neurologiques et psychologiques, mais aucun professionnel n'a pu expliquer ce qui s'est passé ces 2 nuits-là. Tout est revenu normal dans ma vie, mais ces moments restent gravés dans mon esprit. Je crois sincèrement que c'était comme un avertissement, une sorte de message pour me préparer à ce qui allait arriver. Mon père et moi étions très proches, malgré ses défauts, il était mon meilleur ami. Même si je ne comprends toujours pas ce qui s'est réellement passé, je pense que d'une certaine manière, j'ai reçu un signe, une petite fenêtre pour me préparer à l'inévitable. Il y a environ 7 ans, j'ai rencontré ma copine sur une application de rencontre. Comme beaucoup de gens à l'époque, je ne m'attendais pas à grand-chose en me lançant dans cette aventure, mais en parcourant les profils, je suis tombé sur le sien, et quelque chose m'a tout de suite intrigué. Elle était vraiment belle, et un petit détail m'a particulièrement marqué, elle avait un grain de beauté juste au-dessus de la joue droite, exactement au même endroit que moi. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire, mais ça m'a fait sourire, une petite coïncidence amusante. Curieux, je lui ai envoyé un message, et c'est là que tout a commencé. On a rapidement entamé la conversation, et dès les premiers échanges, nous avons découvert notre première grande surprise, nous avions exactement le même nom de famille. Bon, je me suis dit que c'était une coïncidence, même si c'était un peu étrange. Mais après tout, il y a beaucoup de gens qui portent le même nom de famille, même s'ils ne sont pas liés. Ce qui rendait ça encore plus intriguant, c'est que nous venons de 2 pays différents, sur des continents distincts. Moi, je suis né dans un coin du monde, et elle, à l'autre bout. Pourtant, là, nous étions, avec exactement le même nom de famille. Les semaines ont passé, et notre relation a évolué. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à apprendre à nous connaître davantage, et c'est là que les choses sont devenues encore plus étranges.
En parlant de nos familles, nous avons découvert que nos mères avaient elles aussi le même nom de famille avant de se marier. Ce n'était plus une simple coïncidence à ce stade. Nous étions tous les deux complètement abasourdis. Comment deux personnes, nées sur des continents différents, avec des histoires familiales distinctes, pouvaient avoir à la fois les mêmes noms de famille du côté de leur père et de leur mère? C'était presque trop pour être vrai. Nous en avons plaisanté au début, nous demandant si l'univers essayait de nous envoyer un message. Mais ce n'était que le début des étrangetés entre nous. Au fil des mois, nous avons remarqué quelque chose de bien plus troublant et fascinant à la fois, nous savions souvent ce que l'autre allait dire avant même qu'il ne parle. Cela arrivait constamment, et au début, nous pensions que c'était juste des moments de synchronicité. Mais avec le temps, cela devenait de plus en plus fréquent. Par exemple, elle pouvait commencer à me raconter une histoire, avec à peine quelques mots ou un vague contexte, et tout de suite, je savais où elle allait en venir, comme si j'avais déjà entendu cette histoire auparavant. Je pouvais finir ses phrases, non pas de manière prévisible, mais comme si je lisais directement dans ses pensées. Ce phénomène se produisait tellement souvent que cela a commencé à nous mettre mal à l'aise. Imagine être constamment sur la même longueur d'onde que quelqu'un au point où vous anticipez ce que l'autre va dire, mot pour mot, sans effort. Il m'est arrivé de penser à une idée ou de formuler une phrase dans ma tête, et avant que je ne puisse ouvrir la bouche, elle la disait. Et vice-versa. Cela allait au-delà des simples coïncidences. C'était comme si nos esprits étaient connectés d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avec personne d'autre. Cela créait parfois des moments où l'on restait juste là, bouche bée, réalisant que ce qui venait de se passer était tout simplement trop étrange pour être ignoré. Chaque fois que ça arrivait, nous nous regardions en silence, un peu choqués, mais aussi amusés par cette connexion presque télépathique. Au fil du temps, cette connexion mentale est devenue un aspect unique de notre relation. Nous avons appris à l'accepter, même si cela nous surprend toujours autant. Et bien que ces coïncidences, que ce soit avec nos noms de famille ou notre façon de penser, soient incroyablement déroutantes, elles ont aussi renforcé notre lien. C'est comme si l'univers, d'une manière ou d'une autre, nous avait destinés à nous rencontrer. Mon mari et moi avions décidé de partir explorer une vieille maison abandonnée au milieu des bois en Oregon avec 3 de nos amis, Emily, Max et Tom. Cette maison avait la réputation d'être hantée ou au moins d'avoir une histoire troublante, et nous étions tous amateurs d'exploration un peu étranges. C'était une de ces journées d'automne où le ciel est couvert, et les arbres commençaient à perdre leurs feuilles, ce qui rendait l'atmosphère encore plus sinistre. Nous avions dû marcher environ 2 kilomètres à travers la forêt pour atteindre la maison. Le sentier n'était pas bien tracé, et plus on s'éloignait, plus les arbres devenaient denses, comme s'ils voulaient cacher quelque chose. Après avoir enfin trouvé la maison, on s'est donné à cœur joie à explorer chaque recoin. C'était une vieille bâtisse en bois, rongée par le temps. Les fenêtres étaient brisées, les meubles pourris, et une odeur de moisissure imprégnait l'air. Chaque pas qu'on faisait sur le vieux plancher produisait un grincement qui résonnait dans la maison vide, donnant l'impression que les murs eux-mêmes nous observaient. Après une heure passée à fouiller l'endroit, l'ambiance avait changé. L'excitation du départ s'était peu à peu transformée en un étrange malaise, comme si quelque chose, ou quelqu'un, nous regardait. Max avait plaisanté sur le fait que la maison avait une mauvaise énergie, et même si nous en rions tous, je pense que chacun ressentait cette tension sourde. Lorsque nous avons décidé de repartir, la nuit commençait doucement à tomber. Nous avions encore une marche de 2 kilomètres devant nous, et l'obscurité rendait le retour un peu plus oppressant. Le silence régnait, à peine troublé par le bruit de nos pas sur les feuilles mortes. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un peu plus loin, juste à côté du sentier, une personne était assise au sol. Elle portait des vêtements larges et sales, et semblait incroyablement abattue. Ses genoux étaient repliés contre sa poitrine, et sa tête était enfouie dans ses bras. On aurait dit qu'elle pleurait, même si je ne pouvais pas entendre de son distinct. Mon instinct aurait dû me pousser à aller voir si elle allait bien, mais au lieu de ça, j'ai ressenti une peur inexplicable. Quelque chose chez cette personne me dérangeait profondément, sans que je sache pourquoi. Mes amis l'avaient aussi remarqué, mais personne ne parlait. Nous avons tous continué à marcher, silencieusement, en accélérant un peu le pas. L'air autour de nous semblait soudain plus lourd, comme si le temps lui-même s'était ralenti. Je n'arrêtais pas de me retourner pour jeter un coup d'œil, mais la personne restait là, immobile, figée dans sa tristesse.
Après quelques minutes de marche, toujours en silence, Max a finalement brisé l'atmosphère en disant « Ce type était vraiment bizarre ». Cela m'a immédiatement frappé, car dans mon esprit, c'était une femme que j'avais vue. Sa silhouette frêle et ses vêtements me faisaient penser à quelqu'un de féminin. Je l'ai corrigé, une femme, tu veux dire. Mais Max m'a regardé avec des yeux ronds. Non, c'était un homme. Émilie, qui marchait juste derrière nous, a pris la parole à son tour. Un homme ? Moi, j'ai vu un chien. Il avait l'air perdu. Nous nous sommes tous arrêtés, frappés de stupeur. Tom, le dernier de notre petit groupe, a alors ajouté « Moi, je pensais juste qu'il dormait. » C'était sûrement un sans-abri. Nous étions tous là, à nous regarder dans la pénombre croissante, chacun essayant de comprendre comment nous avions pu voir quelque chose de si différent. Ce n'était pas une légère variation, nous avions tous perçu une scène totalement distincte. Je voyais une personne en pleurs, Max voyait un homme nous fixant, Émilie avait vu un chien, et Tom, une personne endormie. Le malaise s'est intensifié. Nous avons tous commencé à parler en même temps, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, mais plus nous en discutions, plus l'atmosphère devenait oppressante. Ce que j'avais pris pour un simple malentendu commençait à ressembler à quelque chose de bien plus troublant. Et puis, une question s'est imposée à moi. Qui, ou quoi, étions-nous réellement en train de voir ? Nous avons accéléré notre marche pour rentrer, le silence redevenant maître du groupe. Le trajet du retour semblait durer une éternité, chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles me faisait sursauter. Quand nous sommes finalement arrivés à la lisière de la forêt, près de nos voitures, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de repenser à cette personne que j'avais vue, ou cru voir. Et plus je réfléchissais, plus un sentiment étrange s'emparait de moi. Ce n'était pas seulement une vision différente, c'était comme si cet être, quelle que soit sa forme, avait projeté quelque chose de différent à chacun de nous. Comme si nous avions été confrontés à nos propres peurs ou à nos propres perceptions de la réalité. J'ai vécu plusieurs bugs de différentes importances, mais celui-ci est particulièrement troublant, car j'ai plusieurs témoins ainsi que 2 photos très nettes. À l'époque, j'étais en couple avec une femme d'origine asiatique, une jolie femme, très douce, simple et gentille. Un jour, en regardant la télévision avec ma mère, qui parlait des tatouages, elle me dit « Toi, aucune de tes compagnes n'a jamais eu de tatouage, n'est-ce pas ?» Je lui réponds que non, je déteste ça. J'aime la peau d'une femme nue et naturelle. Quelques années plus tard, après la mort de mes grands-parents, alors que nous rangeons des photos de famille, je tombe sur une photo de mon ex-compagne, les bras nus. Et là, surprise, elle avait un tatouage sur l'épaule. Une chose totalement impossible. En plus, c'était chez mes grands-parents, où personne n'aurait pu rater un détail pareil, moi encore moins. Je lui embrassais régulièrement l'épaule et le cou. Ma mère était choquée. Nous étions tous les 2 perplexes, car nous savions que cela n'avait jamais été la réalité. Aucune de mes compagnes n'a jamais eu de tatouage. Et si elle en avait eu un, je l'aurais su, surtout après plusieurs années de vie commune. Ce n'était pas juste un oubli. Je ne comprenais pas. J'ai observé la photo à la loupe, mais cette femme, même si elle ressemblait à mon ex, n'était pas elle. C'était comme une version d'elle, mais dans une autre réalité, ou un bug dans la matrice. Comment expliquer ça ? C'est comme si votre mère ou votre femme, qui n'a jamais eu de piercing au nez, apparaissait soudainement sur une photo avec un piercing. Et en plus, vous êtes sur cette même photo. Comment revivre normalement après ça ? Il y a clairement quelque chose qui cloche. Cela aurait pu être une erreur sur une seule photo, mais non, il y en avait 2 où le tatouage est parfaitement visible. J'avais environ 18 ou 19 ans lorsque cela s'est produit, et bien que les années aient passé, je me souviens de ce moment comme si c'était hier, tant il m'a secoué et laissé perplexe. J'avais déjà vécu quelques expériences étranges avec mes rêves, mais jamais rien d'aussi perturbant en plein milieu de la journée. À cette époque, je vivais encore chez mes parents, dans la maison de mon enfance. C'était la seule maison que je connaissais vraiment, car nous y avions emménagé lorsque j'avais 3 ans. Cette maison et ce quartier étaient gravés dans ma mémoire, presque comme une seconde nature. J'avais aussi une habitude bien ancrée,
je faisais une promenade quotidienne dans le parc voisin, une habitude que j'avais prise vers mes 14 ou 15 ans et que j'avais conservée presque tous les jours jusqu'à ce que je quitte la maison. C'était l'été, vers 13 ou 14 heures, et je m'apprêtais à sortir pour une de ces promenades habituelles. Rien d'inhabituel. J'ai enfilé mes chaussures, comme d'habitude, et j'ai ouvert la porte pour sortir. Mais dès que j'ai posé le pied dehors et levé les yeux, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas l'apparence de mon quartier qui posait problème. En fait, tout semblait parfaitement normal à première vue. Le petit ravin à côté de notre maison était là, l'arbre dans notre jardin, l'allée en pente, les maisons des voisins, tout était exactement comme d'habitude. Rien n'avait visuellement changé. Mais malgré tout, je sentais au plus profond de moi que quelque chose clochait. C'était une sensation presque palpable, comme si la réalité elle-même avait été déformée d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Mon quartier semblait faux, ou peut-être différent, sans que je puisse mettre le doigt sur quoi exactement. Je suis resté planté là, sur le porche, pendant une minute ou deux, complètement confus, essayant de comprendre d'où venait cette impression étrange. J'ai balayé la rue du regard, cherchant ce qui pouvait bien être si différent. Rien ne semblait avoir changé, mais cette sensation ne me lâchait pas. C'était comme si je regardais mon quartier à travers une lentille distordue, mais pourtant, tout paraissait identique. Finalement, je me suis dit que j'étais probablement fatigué ou que j'avais simplement l'esprit ailleurs. Je me suis forcé à reprendre mes esprits et j'ai commencé à descendre l'allée comme si de rien n'était. Cependant, à mi-chemin, je me suis arrêté à nouveau. Mon voisin, qui était en train de jardiner de l'autre côté de la rue, leva la tête et me regarda fixement. Son visage s'est instantanément vidé de toute couleur, comme s'il venait de voir un fantôme. Il a ouvert la bouche, prêt à dire quelque chose, mais avant que je puisse réagir, avant même qu'il n'ait prononcé un mot, tout a changé. D'un seul coup, je me suis retrouvé à l'intérieur de la maison, juste devant la porte, sur le point de sortir à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Le passage du dehors à l'intérieur avait été instantané, comme si le temps s'était effacé ou avait sauté. Je n'avais aucun souvenir d'être revenu dans la maison, aucune sensation de mouvement. Un instant, j'étais dehors, et l'instant suivant, j'étais de nouveau à l'intérieur. J'étais complètement secoué. Hésitant, j'ai rouvert la porte, craignant presque de voir ce même quartier faux devant moi. Mais cette fois, tout semblait parfaitement normal. La sensation dérangeante avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mais mon voisin, celui qui me regardait avec tant d'effroi, n'était plus dehors. Il n'était plus en train de jardiner. La rue était calme, vide, et rien ne semblait anormal. Je n'ai pas fait ma promenade ce jour-là. Je suis resté à l'intérieur, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Des années plus tard, cet événement reste gravé dans ma mémoire. Ce qui me perturbe le plus, c'est cette sensation indescriptible que quelque chose n'allait pas, même si tout avait l'air identique. Ce n'était pas une peur ou un sentiment de danger, mais plutôt une impression que le monde autour de moi était différent, presque comme si je regardais une version parallèle de mon quartier, mais sans pouvoir vraiment le saisir. Puis il y a cette étrange téléportation. Un instant, j'étais dehors, et l'instant suivant, j'étais de retour à l'intérieur, sans aucune explication. Et le regard de mon voisin, comme s'il avait vu quelque chose d'effrayant ou d'incompréhensible. Je n'ai jamais vraiment raconté cette histoire à qui que ce soit. Je suis habituellement quelqu'un de sceptique, qui cherche des explications logiques à tout. Mais cette expérience, je n'ai jamais pu la comprendre. Cela reste un mystère qui me hante encore aujourd'hui, et je ne pense pas que j'aurai un jour une explication. Je devais avoir autour de 7 ou 8 ans, j'étais dans mon lit, je venais de me réveiller. Il faisait déjà jour, car on voyait la lumière filtrer à travers les volets. Une espèce de lumière circulaire est apparue sur le mur juste à côté de moi, comme si un projecteur était braqué, un peu comme lors des spectacles. Je regardais cette lumière quand, soudain, il y a eu comme un miroitement, un effet de rideau qui bouge. Une femme est alors apparue dans ce rond de lumière, comme si une porte ou une fenêtre venait de s'ouvrir. Elle a même posé son bras sur le bord, exactement comme on le ferait à une fenêtre. Cette femme avait des cheveux roux flamboyants, une véritable crinière, un peu comme l'héroïne du dessin animé Rebelle, mais bien sûr, ce n'était pas elle, d'autant que ce dessin animé n'existait pas encore à l'époque.
Elle était habillée en noir, et semblait être d'âge moyen, ni trop jeune ni trop vieille. Elle n'était pas transparente comme une apparition, mais semblait bien faite de chair et d'os. Elle ne prononça pas un mot, mais elle me regarda en souriant. Bien sûr, à cet âge, j'étais terrifié. Je me suis caché sous mes couvertures pendant quelques instants, comme n'importe quel enfant l'aurait fait, puis j'ai jeté un coup d'œil à nouveau. Elle était toujours là, à me fixer. Paniqué, je me suis levé d'un bond et je suis parti en courant. Je suis sorti de ma chambre et, après quelques mètres, je me suis retourné pour regarder vers ma porte. Le rond lumineux et la femme étaient désormais sur ma porte, et elle me faisait signe de la main, comme pour me dire au revoir. Je suis reparti en courant, et je me suis jeté sous la table où mes parents prenaient leur petit déjeuner. C'était certainement un week-end, car mon père était à la maison. Mes parents m'ont bien sûr demandé ce qui se passait, et je leur ai dit qu'une femme était dans ma chambre. Comme tous parents dignes de ce nom, ils sont allés vérifier, mais il n'y avait plus rien. Ils m'ont dit que j'avais dû faire un cauchemar, mais même des années plus tard, je me souviens très bien que je ne dormais pas. Je m'étais réveillé au moins 20 minutes avant que ça n'arrive, et je prenais simplement mon temps dans mon lit, écoutant les oiseaux chanter et regardant la lumière filtrer à travers les volets sur le plafond, comme j'en avais l'habitude. Les années ont passé, et je n'ai jamais revu cette femme, bien que je ne l'ai jamais oubliée tant elle m'avait fait peur. Vers mes 13 ou 14 ans, un autre événement étrange m'est arrivé. C'était en plein après-midi, et ma mère m'avait demandé d'aller à la salle de bain pour laver mes cheveux, qui étaient extrêmement longs. Comme j'étais en train de faire autre chose, j'ai râlé et répondu que j'irais plus tard, ce qui a déclenché une petite dispute. Boudeuse, je suis parti dans la salle à manger et me suis appuyé dos contre la porte-fenêtre donnant sur notre terrasse extérieure. Quand je me suis retourné pour regarder dehors, je l'ai vue. La même femme rousse, adossée comme moi, dos contre la vitre, seule la vitre nous séparait. Elle s'est retournée quelques secondes après moi, m'a souri et m'a fait un signe de la main. Comme la première fois, voire plus encore, car je n'avais jamais oublié la première apparition, je suis parti en courant et en criant « Il y a une femme sur la terrasse ». Ma mère est immédiatement allée voir, mais il n'y avait personne, ni sur la terrasse, ni dans le jardin, ni dans la rue. Une fois de plus, cette femme s'était volatilisée. Il faisait jour dehors, et je ne dormais absolument pas. Je l'ai vue très clairement, encore mieux que la première fois, puisqu'elle se tenait debout juste devant moi, et non à travers une sorte de fenêtre lumineuse. J'ai pu la voir en entier. Elle était petite de taille, elle n'était pas transparente, et elle portait une longue cape noire avec une capuche, bien que cette dernière retombait dans son dos. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, et je n'ai plus jamais revu cette mystérieuse femme. Pourtant, rien que d'en parler, j'ai encore la chair de poule. Pour les personnes qui me demanderaient si j'ai une ancêtre rousse dans ma famille, je répondrai simplement que c'est un peu compliqué. Je suis une enfant adoptée, j'avais 17 mois quand mes parents m'ont recueilli, et je ne connais que quelques maigres détails de mon passé. Ma génitrice, d'origine allemande, mendiait avec moi dans la rue. Et pour être honnête, je me moque un peu de ce passé, car pour moi, ma vraie famille, c'est celle du cœur, pas celle du sang. Du côté de ma famille adoptive, ma mère est roumaine, un pays où la culture des esprits est bien plus ouverte qu'ici, mais je n'ai jamais eu le courage de lui demander s'il y avait une femme rousse dans l'arbre généalogique. Un jour, j'ai raconté cette histoire à un ami de mon père, qui prétend avoir certains dons, et il a évoqué l'hypothèse d'une ancêtre sorcière qui veillerait sur moi. Les sorcières ne sont pas toutes maléfiques. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un guide spirituel ou d'un ange gardien. Je sais que cette entité ne me voulait pas de mal, enfin je pense. J'étais jeune et effrayé, mais je n'ai pas ressenti de malveillance. Elle n'a jamais cherché à me faire du mal. Au contraire, elle était toujours souriante, comme je l'ai déjà dit. En y repensant, elle me regardait avec douceur et bienveillance, comme si elle me connaissait depuis toujours. Une gitane m'a aussi un jour interpellé dans la rue, me disant « Tu as des dons très puissants ». Quand je lui ai répondu que je n'avais pas d'argent à lui donner, elle m'a simplement dit « Je ne veux pas de ton argent, je voulais juste te le faire savoir ». Puis, elle est repartie, me laissant avec encore plus de questions. Il est vrai que, jeune, j'ai souvent fait des rêves prémonitoires ou eu des intuitions qui se sont toujours révélées justes. J'ai même tiré les cartes à une amie, une fois, sur un banc au port de notre village, sans grande conviction, juste pour passer le temps, et tout ce que je lui ai prédit s'est réalisé.
Je pense m'être fermé à tout cela depuis, par peur ou par lâcheté, mais je sais qu'avec un peu d'effort, je pourrais réveiller ce lien. Ma grand-mère est décédée il y a 4 ans, et depuis 1 an et demi, je vis avec mon mari et mon fils dans la maison où elle a rendu son dernier souffle. Il se passe ici quelques petites choses étranges. Je ressens sa présence, bienveillante et farceuse, ce qui me fait encore plus me demander si je n'ai pas un don quelconque. Cela remonte probablement à plus de 8 ans. Ça va être long, mais je voulais vraiment partager cette histoire. Je travaillais dans une usine de couture à l'époque, et comme je n'avais pas de téléphone décent, j'écoutais simplement la mauvaise radio locale avec mes écouteurs pendant que je cousais. Je prêtais toujours attention quand il annonçait les avis de décès. Je vis dans une petite ville, et j'étais curieuse de savoir si je connaissais quelqu'un. Ce jour-là en particulier, je n'écoutais pas vraiment et je suis allé faire une pause aux toilettes. En sortant, j'ai réalisé qu'ils étaient déjà en train d'annoncer les décès, alors j'ai commencé à écouter attentivement. J'ai entendu le nom Wort et que la personne avait travaillé pour la NASA et RCA. Cela m'a semblé étrange, car c'est plutôt unique pour quelqu'un de cette région. Mon grand-oncle, que nous appelions oncle Dan, avait travaillé pour ces entreprises il y a longtemps. Ensuite, j'ai essayé de me souvenir du prénom annoncé, et il m'a semblé avoir entendu Daniel Wort. J'étais sous le choc, car je n'étais même pas sûr que le prénom de mon oncle soit Daniel, mais cela semblait être une coïncidence trop grande. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon copain que je pensais que mon oncle était mort. Ce n'est pas vraiment lié à l'histoire, mais c'était une coïncidence étrange car il avait aussi appris ce jour-là que l'un de ses oncles était décédé. Quoi qu'il en soit, j'ai appelé mon père pour lui demander si oncle Dan allait bien, car j'étais presque certaine d'avoir entendu son avis de décès. Mon père a fait quelques appels, et apparemment, il a entendu dire qu'un autre oncle avait parlé à Dan récemment, donc il m'a rappelé pour me dire que tout allait bien. 7 jours plus tard, mon père m'a de nouveau appelé. Quand j'ai décroché, il a simplement prononcé mon nom, et j'ai su immédiatement. Je me suis effondré en larmes alors qu'il me racontait que quelqu'un s'était arrêté chez lui et avait remarqué une forte odeur, mais n'avait pas reçu de réponse. Oncle Dan, qui vivait en ermite, n'était jamais parti de chez lui. Les policiers sont venus et ont fini par le trouver. Ils ont estimé qu'il était mort depuis environ 7 jours. Un peu à propos de lui et ce que je ressentais pour lui, pour mieux comprendre. Je ne l'avais vu que quelques fois au cours de ma vie, mais c'était mon oncle préféré, car il était si intéressant et mystérieux. Il ressemblait à un sorcier avec une longue barbe blanche, et sa maison était partiellement souterraine, comme une maison de hobby. Il ne quittait presque jamais son domicile, restait là à fumer sans arrêt, et il avait des ongles très longs. Il ne semblait pas triste, mais sa maison était petite, avec des murs et un sol en béton, comme s'il vivait dans une petite forteresse. J'avais beaucoup d'empathie pour lui. Mon père m'avait raconté qu'autrefois, quand il était plus jeune, oncle Dan était marié à une femme appelée Dorothy, ma tante Dottie, et ils formaient un couple joyeux, amoureux et extraverti. Malheureusement, elle est décédée, et c'est à partir de ce moment-là qu'oncle Dan s'est retiré dans sa petite maison de sorcier. En passant à travers ses affaires avec ma famille après sa mort, j'ai trouvé une boîte de cassettes. Je les ai parcourues et j'ai trouvé une cassette avec « Méditation » écrit dessus. Je n'ai rien dit, mais je l'ai empruntée pour l'écouter seul. Quand j'ai écouté la cassette, j'ai entendu oncle Dan parler à lui-même. Il se disait « Tu n'as pas besoin de tes médicaments », et il se répétait que tout allait bien, il prenait beaucoup de médicaments, notamment pour son cœur. Ce qui m'a le plus touché, c'est la fin de la cassette. Il a chanté une chanson pour Dottie, et c'était tellement beau et poignant. Après tout cela, je me suis senti apaisé, comme s'il m'avait fait savoir qu'il était au courant qu'il avait toujours été mon oncle préféré en me laissant savoir en premier qu'il était parti, et en me permettant de trouver cette cassette. C'est une expérience qui m'a marqué profondément, et je crois vraiment que c'était sa façon de me dire au revoir. En 2019, ma petite amie a vécu une expérience étrange. Elle s'est souvenue d'une situation qui ne s'était pas encore produite. Nous étions tous les deux dans ma chambre, elle était assise sur le canapé et essayait de se rappeler une remarque drôle que j'avais faite. Elle m'a dit qu'elle avait lu quelque chose de drôle quelques jours auparavant, à quoi j'avais répondu par une remarque amusante. Elle tentait de se rappeler précisément ce que j'avais dit. J'étais perplexe,
car je n'avais absolument aucun souvenir de cette conversation. Nous avons passé un bon moment à essayer de nous en souvenir, elle insistait que j'étais près de la porte de la salle de bain tandis qu'elle était allongée sur le lit. Mais pour moi, rien de tout cela n'avait eu lieu. Finalement, elle a laissé tomber et a oublié l'incident. Quelques jours plus tard, après avoir pris une douche, je me séchais près de l'encadrement de la porte de la salle de bain, qui est dans ma chambre. Elle était allongée sur le lit, lisant quelque chose de drôle sur son téléphone. Elle commence à me lire ce qu'elle voyait avec enthousiasme, mais à mesure qu'elle avançait dans la lecture, son excitation semblait se dissiper. Alors, je prends la parole pour faire une remarque drôle à propos de ce qu'elle vient de lire, mais je m'arrête en plein milieu. Je lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle était pâle, les yeux écarquillés, fixant l'écran de son téléphone. Et là, tout s'est éclairé pour elle. Elle se redresse, me regarde et termine ma phrase exactement comme je l'avais commencée. Elle savait précisément ce que j'allais dire. C'était exactement le souvenir qu'elle avait eu 2 jours auparavant. Nous avons passé plusieurs heures à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un simple déjà-vu. Elle avait réellement décrit cet événement, dans les moindres détails, avant qu'il ne se produise. Quelques précisions après coup, la nuit dernière, elle est venue chez moi, et nous avons reparlé de cette histoire. Elle m'a confirmé certains détails. Le texte qu'elle lisait provenait d'une photo de tatouage sur Instagram ou Facebook. Elle se souvenait distinctement de certains passages du texte lorsqu'elle a eu ce souvenir quelques jours plus tôt, ainsi que de certains gestes que j'avais faits. Cependant, au moment où elle a effectivement vu le tatouage pour la première fois, elle n'avait jamais vu cette image auparavant. Dès qu'elle l'a lu, elle a ressenti une sensation étrange, comme si le souvenir se reconstruisait dans son esprit. En me regardant, elle a eu l'impression que son souvenir et ce qu'elle voyait en temps réel convergeaient en un seul instant. C'est à ce moment-là que je lui ai demandé si elle allait bien, et elle s'est levée du lit. Elle a ensuite complété la phrase que je venais de commencer, sans que la remarque ait le moindre impact. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu aussi peur, car cette sensation était trop étrange pour être décrite. Je suis moi-même plutôt sceptique, alors je lui ai demandé si elle ne se souvenait pas simplement avoir vu cette image 2 fois, si cela pouvait être une coïncidence ou juste un très fort déjà-vu. Mais elle a nié tout cela. Elle était certaine d'avoir vu ce texte la première fois et savait exactement ce que j'allais faire et dire. Sa famille a un historique de phénomènes surnaturels. Elle a plusieurs souvenirs d'avoir parlé à des anges avec ses tantes quand elle était petite. Une fois, la mère d'un ami lui a dit, sans aucune raison apparente, qu'elle possédait des pouvoirs médiumniques. Cette expérience nous a laissés perplexes, car il semblait impossible de l'expliquer de manière rationnelle. Mais pour elle, c'était une mémoire du futur, une expérience qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. Comme mes cheveux descendent jusqu'à la taille, j'ai besoin d'utiliser beaucoup plus d'après-shampoing que de shampoing. Chaque fois que je me lave les cheveux, l'après-shampoing devient mon meilleur allié pour démêler cette longue chevelure, et je vide facilement mes bouteilles d'après-shampoing bien avant celles de shampoing. Comme beaucoup de gens, j'ai traversé des périodes où les finances étaient un peu serrées, et c'est justement pendant l'une de ces périodes que j'ai découvert un shampoing et un après-shampoing à la noix de coco bon marché. Il y avait une offre 2 pour 1, et pour seulement $1 la bouteille, ça faisait bien l'affaire. Le produit sentait bon et laissait mes cheveux doux, alors pourquoi s'en priver? Le temps passe et ma bouteille d'après-shampoing touche à sa fin. Rien d'inhabituel. Je fais donc ce que je fais toujours, j'ajoute après-shampoing à ma liste de courses et me dirige vers le supermarché pour en acheter un nouveau. Je me rends dans le rayon habituel, je repère rapidement la bouteille à la noix de coco que j'utilise et je la mets dans mon panier. Je passe à la caisse, rentre chez moi, et en arrivant dans la salle de bain, j'ouvre mon sac pour sortir le produit. Et là, surprise, c'est un shampoing. Pas d'après-shampoing. Au début, je me dis que j'ai dû faire une erreur en prenant la mauvaise bouteille. Après tout, elles se ressemblent tellement. Elles ont exactement le même format, la même couleur et même parfois la même position sur l'étagère. Pas de quoi en faire une montagne. Je mets donc la bouteille sous l'évier, me disant que ça pourra toujours servir plus tard, et je rajoute après-shampoing à ma liste de courses pour la prochaine fois. Mais ce qui aurait dû être un simple oubli, une petite erreur anodine, s'est transformé en une sorte de boucle bizarre et répétitive. Quelques jours plus tard,
je retourne au magasin. Cette fois, je fais attention. Je scrute l'étagère avec vigilance, je prends la bouteille en main et je m'assure de lire attentivement l'étiquette. Après shampoing, c'est bien écrit. Je suis confiante, je vais enfin avoir mon produit. Je passe à la caisse, je rentre chez moi, et là, une fois de plus, c'est du shampoing. Encore. À ce stade, je commence à me demander ce qui se passe. Est-ce que je suis distraite à ce point? Est-ce que les bouteilles sont mal étiquetées en magasin? Mystère. Je remets le shampoing sous l'évier et décide d'essayer une troisième fois. Cette fois-ci, je suis déterminé à ne pas me tromper. Je retourne au magasin, et là, je redouble d'efforts. Je prends la bouteille, je l'épluche, je vérifie que c'est bien un après-shampoing, et je vérifie aussi le code-barre pour m'assurer que c'est bien ce qu'il y a sur l'étiquette de l'étagère. Je suis même tenté de l'ouvrir pour en être totalement certaine, mais bon, ce serait mal vu en magasin. Arrivé à la caisse, je fais quelque chose de totalement inhabituel. Je demande à la caissière, avec un petit sourire gêné, de vérifier si c'est bien de l'après-shampoing. Elle me regarde un peu perplexe, mais accepte de jeter un coup d'œil. Oui, c'est écrit après-shampoing, me dit-elle, un peu confus par ma demande. Rassuré, je rentre enfin chez moi, convaincu que cette fois-ci, j'ai enfin ce qu'il me faut. J'ouvre le sac et, surprise, encore du shampoing. À ce stade, je commence sérieusement à me demander si je suis victime d'une blague cosmique. Est-ce que quelqu'un me suit dans les rayons pour échanger les bouteilles pendant que j'ai le dos tourné? Comment est-ce possible de faire la même erreur, encore et encore, malgré toutes mes précautions? Je suis perplexe. Et ce n'est pas fini. Ce manège s'est répété 4 fois. À chaque fois, j'étais persuadé d'avoir enfin acheté de l'après-shampoing, et à chaque fois, je me retrouvais avec du shampoing en rentrant chez moi. Maintenant, sous mon évier, j'ai une collection complète de shampoings à la noix de coco. Une véritable réserve de shampoing que je pourrais tenir pendant des mois, voire des années. Mais toujours pas d'après-shampoing. Et devinez quoi? Je suis retourné au magasin une nouvelle fois. J'ai pris une bouteille d'après-shampoing. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais je n'ose même plus vérifier. Peut-être que je vais finir par ouvrir un salon de coiffure spécialisé dans le lavage sans démêlage. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.